Eh bien, pour compléter ce propos sur notamment la digitalisation, j'ai le plaisir de vous présenter Régine. Régine qui a Van Ems, Régine Van Ems, là j'ai le droit de dire le nom, Régine Van Ems, juste entre deux mots, parce que je sais qu'elle a une présentation qui est chronométrée, donc je ne vais pas lui prendre trop de temps, je voudrais quand même vous la présenter. Elle est docteur en sciences, professeure agréée des universités, elle a cofondé l'Observatoire du commerce connecté, elle dirige le laboratoire de recherche de management à la Sorbonne, elle a publié des articles sur le multicanal, l'omnicanal, le commerce connecté. Ces publications ont été plébiscitées aux États-Unis et en France, bien sûr. Et Régine est fondatrice aussi de la société Handel Conseil. Elle travaille aussi avec Communication Qualité. Elle fait du conseil, de la formation, des conférences. Alors, Régine, pourquoi l'omnicanal nous oblige à repenser la relation commerciale et si l'usage des techniques de vente traditionnelles dégradait la performance commerciale? Bien, merci beaucoup Maryse. Donc bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Alors effectivement, moi ça fait plus de 10 ans, 15 ans que je fais des visites mystères, que je fais des entretiens auprès de vendeurs, en B2C, en B2B, en B2B2C, et je me suis rendu compte en 2010 qu'il y avait un truc qui se passait. Donc évidemment, ça a été la pelote de laine, il y a un truc qui se passe avec les commerciaux. Visiblement, leur vie est en train de changer. Et là, on ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Et donc, j'ai rencontré des commerciaux en souffrance, des vendeurs en souffrance. Et depuis, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. J'identifie les best practices, je les verbalise et je tente de les modéliser. Donc, je souhaitais faire un petit retour là-dessus et notamment remettre en question et si les techniques de vente que l'on utilisait aujourd'hui dégradaient la performance commerciale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis des années? Effectivement, on le sait, on a depuis 20 ans une multiplication des touchpoints ou des canaux de distribution. Bien sûr, avant, on avait la force de vente et puis on a eu un site internet marchand. On avait un magasin et puis on a eu un site internet marchand. Donc, il y a 20 ans, on a décidé de rajouter un deuxième canal, là où on avait pour habitude d'avoir qu'un seul canal de vente. Depuis, les choses se sont complexifiées. Il y a une multiplication des canaux et même une prolifération des canaux. Alors j'ai parlé de prolifération des touchpoints. Prolifération des touchpoints, on va effectivement avoir les réseaux sociaux, on va avoir le blog, en plus du site internet. On peut avoir d'autres touchpoints comme l'email, comme le click-to-chat, le click-to-call. Donc on a une prolifération des touchpoints et évidemment la crise Covid a encore accéléré cette prolifération. Les entreprises ont cherché pour sécuriser leur business à un moment où les points de vente étaient fermés en raison des couvre-feux, de fermeture des magasins non essentiels, ont cherché d'autres canaux, d'autres débouchés. On a donc vu apparaître, par exemple, dans le monde physique, de nouveaux touchpoints. Les nouveaux touchpoints, c'est Optique 2000, qui, puisqu'il fallait accéder à ses clients d'une autre manière, a décidé d'aller chez les gens. Donc, les conseillers, les opticiens Optique 2000 revenaient à la maison, au domicile des gens. On a vu des touchpoints dans la sphère physique qui se sont développés. On a par exemple eu ce qu'on appelle du shop-in-shop. Vous avez dû voir que Decathlon, comme ils avaient les magasins fermés puisqu'ils n'étaient pas essentiels, ont décidé de mettre une toute petite partie de leur assortiment chez Auchan. Ben oui, donc j'ai un nouveau touchpoint dans l'espace physique. On a une prolifération des touchpoints dans le monde physique, et puis je voulais parler de la réhabilitation aussi d'anciens touchpoints. Je pense au retour du camion. Moi, ça fait des années que je parle du camion, et on voit bien qu'on a une réhabilitation du camion, mais qui va être bien sûr marketée, voire connectée. Donc on a prolifération des touchpoints dans le monde physique, et dans le monde virtuel également. Bien sûr, on a eu le développement des visios, des live shopping, et donc tout ça a fortement modifié ce qui se passe. Alors j'ai une question. Quel est selon vous l'impact de cette multiplication des touchpoints sur l'expérience client?
On nous dit, ça fait 10 ans qu'on nous parle d'expérience client. On nous dit, si on veut faire revenir le client, il faut lui faire vivre une bonne expérience. Alors, question, est-ce que cette multiplication des touchpoints, et ce qu'on appelle l'omnicanal, impacte l'expérience client? Et si oui, de quelle manière? Et même, on peut se poser la question, est-ce que c'est le bonheur aujourd'hui? On peut imaginer que ça soit le bonheur. Oui, je peux acheter d'où je veux, quand je veux, comme je veux. Le fameux commerce Atawad. Anytime, anywhere, any device. Je peux acheter dans le métro, je peux acheter à la maison, je peux acheter en magasin, je peux passer en agence. Et puis, avec ces touchpoints, je peux aussi décider, pour un même achat, de choisir plusieurs canaux. Pour gagner du temps et être tranquillement à la maison, je vais commencer mon parcours d'achat online. Et puis, à un moment donné, pour me rassurer, je vais passer en agence, je vais passer en boutique et je vais donc utiliser plusieurs canaux dans un même parcours d'achat, ce qui semblerait donner facilité, liberté, commodité aux consommateurs. En réalité, c'est de la théorie. En réalité, les choses ne se passent pas comme ça. La réalité, elle est très, très, très différente. Est-ce que cette montée des incivilités, des agressivités, n'est pas justement liée à la multiplication des touchpoints? Démonstration. Pourquoi le fait de rajouter des touchpoints dégrade ou peut dégrader l'expérience client? Premier élément, ce n'est pas nouveau, une divergence des informations. Et oui, je suis consommateur, j'ai recherché des informations sur Internet, je suis content, j'arrive en magasin et là, le vendeur me donne une information divergente de ce que j'ai vu sur le site. Il faut savoir que c'est une catastrophe puisque le client, s'il vient vous voir, c'est pour être rassuré. Si l'information est contraire à ce que le client a vu sur le site, il passera son chemin parce qu'il n'a pas été rassuré et donc il cherchera autre chose. Alors pourquoi le vendeur n'a-t-il pas un discours convergent avec ce qui est écrit sur son propre site, à votre avis? Eh bien, la réponse est simple. Parce que le vendeur ou le commercial ne va pas sur son site. Donc, il ne sait pas ce qu'il est écrit sur son site. J'aime bien utiliser cette métaphore en disant que le vendeur, il est myope. Il ne sait pas sur ce qui se passe sur le online de son propre business, alors que le client le sait. Ça veut dire qu'on a un client myope face à un vendeur myope face à un client éclairé, et ça ne se passe pas bien. En tout cas, vous ne ferez pas l'affaire. Deuxième élément, vous avez dû, vous, être et connaître cette situation, ce que j'appelle l'effet balle de ping-pong. Avant, il y a très longtemps, il y avait un seul canal, le magasin ou la force de vente. Ce seul canal était tenu de trouver une solution au problème du client. Aujourd'hui, on a plusieurs canaux. Le site internet, le magasin. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vous est certainement déjà arrivé, je vais citer personne, mais si, dans la téléphonie mobile, où on a une forme de réputation en ce sens, où vous vous déplacez en boutique après être allé sur le site, et là on vous dit, non, il faut aller voir sur le site. Ah non, il faut appeler le centre de la relation client. Donc dit autrement, le client est pris pour une balle de ping-pong que chacun se renvoie et plus personne ne se sent responsable du problème du client. J'appelle ça la dilution de la responsabilité. Il va falloir travailler là-dessus parce qu'on a des clients qui n'en peuvent plus de cette dilution de la responsabilité des canaux. Troisième élément, ça c'est assez classique, mais ça existe toujours, l'impression de ne pas être écouté. Les consommateurs, à chaque fois qu'ils revoient un nouveau point de contact, un nouveau canal, ils vont devoir réexpliquer leurs problèmes de consommation. Donc on réexplique, si on n'a pas un CRM qui est efficient, on va devoir réexpliquer le consommateur. Il a l'impression de perdre du temps. Mais la chose la plus importante, c'est que le consommateur a l'impression de ne pas être compris. J'aime bien dire cette petite phrase, le client a plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles et personne ne comprend ou très peu de gens comprennent la psychologie des consommateurs qui ont commencé leur parcours d'achat en ligne. On était intervenu pour une grosse entreprise qui nous disait « Nos téléconseillers ne comprennent plus nos clients. Nos téléconseillers ne comprennent pas pourquoi les clients sont insatisfaits et de plus en plus irritables. » Oui,
le client, il a déjà fait une partie du parcours sur le site internet. Quand il prend son téléphone et qu'il échange avec le vendeur, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit, la même psychologie qu'un client qui ne serait pas allé sur le site internet de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut réinventer tout ça. Alors le paradoxe de l'omnicanal, c'est qu'on croyait que ça allait générer de la liberté, j'achète où je veux, quand je veux, et en fait ça va générer des émotions négatives. On va vraiment avoir des gens, moi j'ai vu des gens qui se disent je n'en peux plus, je suis en colère, on exaspère, on irrite, et on a des clients qui sont en colère. Alors on a des clients qui sont en colère, pourquoi? Alors à l'ère du digital et de l'omnicanal, il y a plein de choses qui se sont passées. Première chose, jamais le client n'aura autant travaillé. Je vous rappelle que les premières, c'était les banques en 2003 ou 2004. Que disaient les banques? Elles disaient « Non, mais ne vous déplacez pas en agence pour faire votre virement. Vous pouvez le faire tranquillement chez vous. » En faisant ça, elles mettaient les clients au travail. C'était donc le client qui allait faire le travail lui-même de ce que faisait le guichet auparavant. Donc on a mis le client au travail, et ça, de plus en plus fréquemment. Partout, le client est au travail. Le client est au travail, et on constate aujourd'hui, et la Covid-19 a renforcé, non seulement il est au travail, mais il est en solitude et en individualité. Essayez de chercher un téléphone sur un site internet quand vous avez un problème, et bien vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de téléphone. Mais non, mais vous voulez qu'on vous contacte ou vous voulez pas qu'on vous contacte? J'ai un problème. Et si jamais vous trouvez un téléphone, ah ouais, alors là, vous allez prendre votre téléphone. Et là, dans le meilleur des cas, mais pas tout de suite, vous finirez par rencontrer un humain. Ouais, peut-être un humain, si tout va bien. Vous avez enfin rencontré un humain. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, c'est un robot. C'est-à-dire, c'est un humain qui a un script dans lequel il ne peut plus sortir. Et en réalité, les études, et il y a un article qui est paru dans la Harvard Business Review, qui montre que le client en autonomie, celui qui s'est mis au travail, qui a recherché la solution à son problème, il va tout faire pour gérer ça tout seul. Il va aller voir les FAQ, il va aller sur le site internet. Et en fait, quand il décroche son téléphone pour appeler le centre de la relation client, c'est que vraiment, il n'a pas réussi. Et il veut une vraie personne capable de prendre en charge son problème. Ça veut dire qu'on va devoir réinventer les gens qui sont derrière les téléphones. Il ne faut plus des gens stéréotypés, mais il faudra au contraire des gens, parce qu'il y en aura moins besoin. Forcément, le client travaille, donc on en a moins besoin. Mais on va les libérer, ces gens-là. Moi, je suis intimement convaincue qu'il faut libérer le front office. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour répondre aux attentes des consommateurs. Alors, moi, je trouve que depuis 20 ans, on nous propose l'autonomie. On dit, ouais, vous allez être autonome. Et je pense qu'il est rentré en solitude. Et on va voir qu'avec la Covid-19, ça a accéléré cette autonomisation, mais cette entrée en solitude. Et il y a d'autres besoins, bien sûr, qui se font sentir. Alors, bien sûr, la question du jour, c'est dans ce système omnicanal où on a pluralité de touchpoints, vendeur, conseiller, commercial, téléconseiller, quelle place au sein d'un business omnicanal incontournable? L'omnicanal aujourd'hui est absolument incontournable, puisque le consommateur a pris des habitudes d'achat, mais quid du conseiller? Ah, alors, bah non. Alors, d'abord, le conseiller, l'humain, est un touchpoint singulier. Ce n'est pas un touchpoint comme les autres. Pour moi, il est en train de revenir sur le devant de la scène. On l'a oublié pendant 20 ans. On avait les yeux rivés sur le digital. L'humain a été le grand oublié face à la digitalisation. Pourtant, l'humain est un touchpoint qui n'est pas comme les autres. Il faut savoir, il y a des études qui ont été réalisées il y a 2 ans, à la sortie d'un magasin, un très beau magasin où le merchandising était soigné. On a demandé à la personne de quoi vous souvenez-vous suite à cette visite dans le magasin. Eh bien, ce dont se souvenaient les gens, c'était l'interaction humaine. On avait beau dépenser des fortunes dans le merchandising, dans tout le reste, ce dont se souvient l'humain, c'est l'interaction humaine. Cette même étude a refait la même chose 3 mois plus tard, a réinterrogé les mêmes personnes en disant « Vous étiez dans le magasin il y a 3 mois, est-ce que vous avez retenu quelque chose ?» Ce que l'on a retenu, c'est effectivement l'interaction humaine de nouveau et même l'anecdote personnelle que la conseillère ou que le conseiller a pu raconter. Donc le touchpoint humain est un touchpoint singulier qui génère du souvenir. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas l'expérience qui vous fait revenir dans un magasin ou qui vous fait revenir dans une agence.
c'est le souvenir de cette expérience. Donc on travaille non pas seulement l'expérience, mais la trace mémorielle qu'on va laisser dans l'esprit de votre client. Et ça, c'est extrêmement important. Alors entre amour et désamour, alors ça c'est compliqué. Oui, les gens veulent de relations humaines. Le Covid a probablement renforcé ce besoin d'humanité. Mais comme, y compris la génération Y, qui vous dit que quand elle fait des assurances, elle veut avoir une vraie personne, même si la relation peut être en visio et à distance, en tout cas, elle veut une vraie personne. Et pourtant, ils ont besoin d'humains. Et pourtant, le vendeur exaspère, il irrite, il énerve, il met en colère. Donc, on a un paradoxe qui est la problématique à résoudre dans les prochaines années. Et alors, moi, j'avais une question. Le saviez-vous ? Eh bien oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le vendeur irrite le client. Ça fait des années qu'il irrite le client. Et je suis sûre, et vous ne me direz pas le contraire, je ne vous croirai pas, qu'il vous est déjà arrivé en allant dans un magasin d'être irrité par un vendeur. Alors pourquoi est-ce qu'il irrite le client? Eh bien la réponse, elle est assez simple. Il irrite le client. Pourquoi? Parce qu'il utilise des techniques de vente qui ont été inventées avant l'arrivée d'Internet. Et oui, on utilise toujours des techniques de vente qui ont été inventées avant 2000. Incroyable. Alors des techniques de vente à l'ancienne qui ne fonctionnent plus dans la majorité des situations de vente. Alors pourquoi elles ne fonctionnent plus? Pourquoi elles ne fonctionnent plus? On va faire une petite démonstration. On va revenir sur le processus de décision du consommateur. Le processus d'achat du consommateur, voilà, il est modélisé en 5 étapes. Il va y avoir un besoin. Puis, suite à ce besoin, votre voiture est cassée, il va y avoir une recherche d'informations. Puis, une comparaison des produits. Puis, un achat. Puis, une évaluation post-achat. Avant 2000, que se passait-il? Il n'y avait pas de digital, donc il n'y avait pas de digital. Eh bien, tout le parcours était réalisé dans la sphère physique, dans la concession avec le vendeur, dans le magasin ou dans l'agence avec le vendeur. Depuis la digitalisation et l'omnicanalité, bien évidemment, on se rend compte qu'une partie du parcours peut être effectuée online, dans la sphère virtuelle. Ce qui veut dire que je peux réaliser une partie du parcours sur Internet avant même de poursuivre la rencontre avec un conseiller. Alors, je peux être à différents niveaux. Je recherche d'informations online et je viens voir un conseiller. Je fais de la recherche d'informations et je fais une première comparaison et j'ai vu 3-4 produits qui m'intéressaient et je vais voir le conseiller. Voire, je vais beaucoup plus loin, j'ai fait une recherche d'informations, j'ai comparé les produits et j'ai déjà sélectionné 2 ou 3 produits qui m'intéressent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ce que j'ai appelé une navalisation de l'intervention du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur intervient de plus en plus tardivement dans le processus de décision du consommateur. Oui, mais le problème, c'est qu'il utilise toujours les techniques de vente traditionnelles. Et ça va énerver le client. Alors, quelles sont les techniques de vente traditionnelles? Si on utilise les techniques de vente traditionnelles, ça sera identification du besoin. Suite à cette identification du besoin, on va présenter les produits, on va présenter l'offre ou les services. Une fois qu'on a présenté l'offre ou les services, on va argumenter. Quand on aura argumenté, on va traiter les objections. Voici le parcours classique, voici les techniques traditionnelles. Ça ne marche plus aujourd'hui. Si vous faites ça, vous énervez votre client. Pourquoi ? Eh bien, quand vous présentez les produits ou les services, vous énervez le client parce que les clients les a déjà découverts sur Internet. Donc, vous l'obligez à remontrer des produits qu'il a déjà vus. Quand vous argumentez sur les produits, vous lui faites perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vu les caractéristiques des produits sur Internet, il sait déjà tout ça, et vous donc lui faites perdre du temps. Traitement des objections. Il n'a plus besoin de traitement des objections parce que le consommateur s'est déjà auto-convaincu de l'intérêt de l'offre sur le site Internet. Donc en réalité, ces étapes traditionnelles de vente ne fonctionnent plus. Elles obligent le consommateur à faire ce qu'il a déjà fait. Elles le font partir en arrière et donc elles l'irritent. Conséquence, ces étapes deviennent inutiles, voire irritantes. Il ne faut plus présenter les produits aux clients, il les a déjà découverts. Il ne faut plus argumenter, montrer les caractéristiques produits, il les connaît.
Donc si vous faites ça, vous le faites repartir en arrière, vous lui faites perdre du temps et vous le remettez au travail. Alors c'est quoi les conséquences ? Les conséquences, c'est qu'il faut travailler autrement avec ses clients dans cette situation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir identifier la partie du parcours qu'il a déjà été effectué, qu'il a déjà effectué seul, pour l'accompagner sur le reste du parcours en créant de la valeur. On a réfléchi, on a modélisé une méthode qui s'appelle le DIAV, la DIAV attitude. La DIAV attitude, c'est de dire comment identifier jusqu'où le client est allé et comment l'accompagner sur le reste du chemin qu'il reste à faire. Attention, le reste du chemin, c'est dans la sphère physique, mais également dans la sphère virtuelle. Une fois qu'il est sorti de mon bureau, on va continuer à créer de la valeur sur les réseaux sociaux, par mail, de plein de façons différentes, par des rencontres, etc. La question qui se pose, évidemment, c'est comment je vais l'accompagner, mais quelle valeur je vais créer. Et là, il y a évidemment toute une réflexion sur la création de valeur pour l'accompagner sur le reste du chemin. Alors, ça, c'est un impératif. Aujourd'hui, le vendeur doit avoir pour moi une double panoplie. Une première panoplie, on l'a vu, c'est la panoplie traditionnelle. 40% des situations de vente, il faut l'avoir, le commercial doit l'avoir, parce que parfois on ne va pas sur Internet. Mais aujourd'hui, dans la majorité des situations, on commence son parcours d'achat online. Et il doit avoir une nouvelle panoplie, la panoplie que je viens de décrire. Alors là-dessus, on travaille sur plein de rituels, plein de nouveaux rituels de vente. Comment accompagner un client qui a commencé son parcours d'achat online, qui est connecté, qui est ultra connecté, qui attend autre chose. Alors une double panoplie, et au-delà de cette double panoplie, c'est tout le métier sur lequel il faut repenser, auquel il faut repenser. Alors quels enjeux ? Les 2 P, je les ai appelés les 2 P. Le premier P, c'est le P de prospection. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus prospecter comme hier. On sait qu'appeler peut être perçu comme intrusif si on n'est pas sur un lead qualifié ou un contact déjà chaud. Donc, on va revoir le P de prospection. Le P de prospection, bien évidemment, on va utiliser le digital, qui va être un apporteur d'affaires, qui va générer des demandes entrantes. La chose la plus classique, c'est bien sûr le site Internet sur lequel on va demander de l'information, sur lequel on va télécharger un livre blanc, sur lequel on va demander à ce que le commercial nous rappelle. Alors, petite question, j'ai rencontré plusieurs entreprises qui m'ont dit qu'elles avaient mis ce système en route, il y a déjà un petit moment, où elles demandaient aux clients, si vous êtes intéressés, de laisser leur numéro de téléphone sur le site. Et qu'est-ce qu'elles ont constaté ? Elles ont constaté, alors que là, c'était le site Internet qui générait du prospect chaud et de la demande entrante, que la très grande majorité des commerciaux ne rappelaient pas ces clients qui étaient pourtant des prospects chauds. À une époque, on sait que la prospection est la partie la plus difficile de la vente. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ne rappellent pas alors qu'on leur apporte sur un plateau des prospects ? Aujourd'hui, on a plein d'autres méthodes de prospection sur Internet, bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, on a un processus d'automatisation, d'identification de prospects. Ça se fait en temps réel. Je n'ai pas le temps de le développer, mais évidemment, ce sont des éléments importants. Et puis, la prospection, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est le client qui achète et ce n'est plus le vendeur qui vend. Donc, on a un client qui va se mettre à disposition. On a un vendeur qui va se mettre à disposition du client. Aujourd'hui, le vendeur doit être à disposition du client. C'est le client qui va le contacter. Ça veut dire que le vendeur, il doit être présent partout, il doit être visible, il doit être joignable facilement et il doit être expert. Donc, on va travailler sur ce P de prospection. Le deuxième P, c'est le P de posture. La posture du vendeur doit changer. On ne peut plus pousser du produit pour pousser du produit, je caricature bien sûr, mais on va aller beaucoup plus loin, on va accompagner les clients dans un parcours de vie. Quand Renault nous dit « mais moi je ne fais plus que vendre des voitures », Renault fait plein d'autres choses. Renault vous accompagne dans la mobilité, donc parfois ça peut être sur des petits parcours de vie, parfois plus grands. Alors j'avais envie de vous donner sur la posture, parce que je trouvais que c'était assez imagé. Il y a une société qui est une société australienne, qui était un pure player au départ et qui vendait des chaussures. La particularité de ce pure player, c'est qu'il proposait des chaussures ultra personnalisées. Ça veut dire que vous pouviez choisir votre boucle, vous pouviez choisir votre cuir, vous pouvez choisir votre couleur. Et donc, vous pouviez faire sur le site Internet ce que vous vouliez.
La cofondatrice, une jeune Australienne qui était intervenue au Big Retail Show à New York, on lui a posé la question, aujourd'hui vous avez un site internet, est-ce que vous envisagez demain d'avoir un magasin? Et là j'ai trouvé sa réponse extrêmement intéressante. Elle a dit oui, on pourrait avoir un magasin, mais le magasin n'aurait rien à voir avec les magasins qui existent. Et elle nous décrit ce magasin. Un magasin où il n'y a pas de chaussures. Tiens donc, c'est embêtant ça Maryse, un magasin sans chaussures. Oui, parce que j'ai vu que Maryse avait des très jolies chaussures, donc depuis tout à l'heure, je louche dessus. C'était pour toi la slide d'ailleurs. Donc j'en étais où avec mes chaussures? Et donc, le magasin, un magasin sans chaussures. Donc je lui dis, oui, alors qu'est-ce qu'il y aurait dans ce magasin? Il dit, bah, écoutez, dans ce magasin, il y aurait juste une imprimante 3D et une vendeuse qui va accompagner pour aider la personne à trouver le meilleur produit. Donc on a une posture de co-construction. On va travailler ensemble pour faire plaisir à la cliente et on est dans une logique de co-construction. Bien sûr, aujourd'hui, on va se dire, bah, dans cette co-construction, on va pouvoir rajouter du seconde main. Pourquoi est-ce que je ne rajouterais pas une lanière de seconde main sur ma petite chaussure? Je vais, dans cette co-construction, travailler sur de la location. Pourquoi est-ce que dans ma proposition commerciale, et donc on voit, on a un monde qui bouge là, où on est sur, alors j'ai mon prochain ouvrage qui va paraître où je parle justement sur un commerce en pointillé. On a des choses qui sont en train de bouger. Et bien sûr, cette omnicanalité va englober à la fois le développement durable, le seconde main, la location et tout plein d'autres choses. Voilà, donc la posture du commercial, c'est tout ça. Il y a plein d'autres choses à dire et j'ai vraiment pas le temps. Mais alors, deuxième élément, le vendeur omnicanal. Ça, c'est un sujet qui est fondamental. Le vendeur, le commercial, le téléconseiller doit être omnicanal. J'aime bien l'appeler le vendeur passe-muraille. Il va falloir que le vendeur il passe d'un canal à un autre. Et je vais vous donner deux exemples. Il y a un pure player qui s'appelle Keeply. Keeply vend des matelas. Et Davidé m'expliquait qu'il y avait un truc qui marchait très très bien. Donc c'est une pure player qui est assez récent, hein, qui a bien fonctionné. Et il m'expliquait qu'en réalité, il avait des gens qui répondaient sur les réseaux sociaux. Qui répondait en click to chat, qui répondait par chat aux consommateurs, directement sur le site. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait une demande, c'était Louis qui répondait sur le site. Pour un matelas. Puis il y avait un échange qui se faisait sur le site internet. Louis se retrouvait le samedi en boutique. C'est-à-dire c'est Louis qui allait en boutique. Et alors là, c'était le bonheur. C'est-à-dire la cliente qui avait chatté sur le site, qui se rendait compte que Louis était en boutique, autant vous dire que c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait une conversation qui continuait. Il n'y avait pas de changement d'interlocuteur, le même interlocuteur. Donc elle était extrêmement contente parce qu'il y avait une confiance qui s'était établie. Louis, lui se sent reconnu. Il y a une dame qui est contente de le revoir. Et puis alors les taux de conversion, je n'imagine même pas vous dire quels sont les taux de conversion quand on a un parcours omnicanal de ce cas-là. Donc ça veut dire que demain, là j'ai pris un exemple dans le B2C parce que ça parle plus à tout le monde, mais c'est la même chose en B2B. Un autre exemple du vendeur omnicanal, mais il y a plein de choses à faire. Moi, je suis sûre qu'à l'ère où on n'arrive plus à embaucher, donnez une journée de télétravail à votre vendeur qui puisse répondre sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous allez voir, ça va tout changer. Darty, il y a un petit moment maintenant, a fait un pilote. Ce pilote était le suivant. Ils se sont dit, pourquoi un pilote d'un magasin dans Paris, pourquoi ce ne serait pas les vendeurs qui répondraient sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas? On va essayer. Ils n'y croyaient pas du tout. Ils ont essayé et ça a été un vrai succès. Quel était ce vrai succès? Eh bien, la personne était sur Twitter ou sur Instagram, peu importe. Quand elle revenait en boutique et qu'elle se rendait compte que la personne qui lui avait répondu sur Twitter, c'était la personne qui était en boutique, il y avait un vrai bonheur. La personne était très contente, on y remet de la proximité. Et le vendeur, on retourne le vendeur des années avant, il est reconnu, il est attendu. On lui sourit, on est content. Donc on voit bien que là-dessus, pour moi, c'est un sujet qui est juste énorme. Ce vendeur omnicanal, ce vendeur connecté. Alors on va me dire, oui, c'est le sujet d'après, je crois. Oui, alors on travaille beaucoup. J'ai un doctorant qui a soutenu une thèse en Sorbonne sur la vente en côte à côte. Est-ce qu'il faut continuer à faire de la vente en face à face? Est-ce qu'on ne doit pas réinventer les rituels de vente? La vente en côte à côte, c'est ça. Ou c'est ça? Alors évidemment, là aussi, on se dit, faut-il passer d'une vente en face à face à une vente en côte à côte? Alors la recherche montre que oui, la vente en côte à côte peut fonctionner. Vous allez naviguer avec quelqu'un.
avec un vendeur. Mais attention, on ne navigue pas avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est-à-dire que cette navigation en côte à côte peut fonctionner dans des situations de vente que le vendeur va décrypter. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on ne peut pas naviguer avec tout le monde? Je vous dis juste un truc, si vous vous mettez à côté de moi, que vous rentrez dans cet espace, vous rentrez dans mon espace d'intimité. C'est l'effet ascenseur. Quand on a un mal-être dans l'ascenseur, parce que quelqu'un vient se coller à nous, c'est parce qu'elle est rentrée dans notre espace d'intimité qu'elle n'a pas le droit, ou qu'il n'a pas le droit. Donc ça veut dire que la vente à côte, il y a tout un rituel dans le monde physique avant de naviguer ensemble dans le monde virtuel. Et là, je pourrais vous en parler des heures. Il y a un vrai sujet aussi, c'est que les entreprises, ce qu'on a observé, c'est qu'elles ont digitalisé la force de vente, c'est-à-dire qu'elles les ont équipées en plein de machins. Plein de machins. C'était exactement ça, quoi. J'ai dit, mais donc on parlait de vendeurs augmentés ou de commerciaux augmentés. Alors moi, je dis non, mais pas du tout, quoi. C'est épine dans le pied. Et là aussi, on a plein de choses, épines dans le pied. Petite anecdote de Lille, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais petite anecdote de Lille, j'étais aux Trois Brasseurs à Lille. Et puis là, effectivement, il y a une serveuse hyper sympa qui échange avec nous. Et puis à un moment donné, elle passe commande sur son smartphone. Donc elle passe commande. Évidemment, je ne peux m'empêcher de lui dire « Alors, comment vous pensez cette prise de commande ?» Elle me dit « J'aimais mieux avant. » Ah, bah oui, j'aimais mieux avant. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis sur mon smartphone, je perds le regard de la personne. Et effectivement, elle avait perdu notre regard. Et cette complicité qu'elle avait réussi à créer, c'était détérioré, n'était plus aussi bonne. Donc on voit qu'on peut utiliser, d'ailleurs la FNAC maintenant, ils deviennent bons, ils commencent à avoir une dextérité à utiliser ça sans que ça mette un écran entre vous et moi, qui est la deuxième signification des écrans. Très bien, je ne sais pas, mais il me reste 3 minutes, donc c'est parfait. Alors tout ça, ça veut dire qu'il faut réinventer le monde du vendeur, et chaque aspect est important et chaque aspect doit être approfondi. Mais je crois également qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'importance du lien social. Le lien social, redonner de la chair à l'interaction physique. Bien sûr, on va faire du remote selling, on va faire de la vente en distanciel via des écrans, mais ça ne suffit pas. Pour recréer du souvenir, recréer de l'interaction, qu'on se souvienne de l'interaction, il faut qu'il y ait des interactions physiques. Là aussi, souvent, beaucoup de consultants vont nous dire qu'il faut créer une expérience fluide et sans couture. Moi, j'ai une question. À force d'être fluide, n'a-t-on pas peur de devenir liquide? C'est ça. Et si je vais citer, j'ai acheté chez... je vais citer, peut-être il n'y a personne de chez Apple. J'ai acheté 2 Apple avec 3-4 ans d'écart. La première, je m'en souviens. La toute dernière, il y a 2 ans, je ne m'en souviens pas. C'était tellement fluide qu'il ne s'est rien passé, quoi. J'ai acheté un ordinateur à 1 200 €, il ne s'est rien passé. Bon, ils ont intérêt à être bons pour garder leur avance technologique. Le deuxième élément, c'est l'émotion. Évidemment, on sait que l'émotion, le consommateur n'est absolument pas rationnel, et c'est l'émotion qui va décider, qui va jouer un rôle extrêmement important. Donc l'émotion, il n'y a que l'humain qui peut le donner. Un robot ne peut pas donner d'émotion. Et puis j'aimerais évoquer un troisième élément que j'ai appelé la théorie des sourires perdus, qui n'est absolument pas une théorie, en fait. Je voudrais que... Est-ce que vous avez vu dans la rue, dans les transports, le nombre de gens qui sourient à leur téléphone portable? Je ne sais pas si vous avez vu ça, quoi. Le nombre de gens qui sourient à leur téléphone portable. Moi, je les vois, et c'est des sourires magnifiques. Vous voyez, des sourires de dingue, quoi. À un moment donné, j'accrochais les sourires comme ça, j'essayais de les attraper, mais il y en a plein. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça. En fait, il y a une étude. Enfin, avant de faire ça, il y a une étude qui a montré qu'il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que la personne qui vous a envoyé le message ne voit pas votre réaction et notamment ne voit pas votre sourire. Ça veut dire que votre réaction est médiée par un écran et la personne ne sait pas ce qui se passe. Et il y a une étude qui a montré que puisqu'on ne voyait pas en direct la réaction de la personne à qui on envoie un message, il y a une étude qui a montré qu'on perdait la capacité à décrypter les émotions sur les visages. Donc aujourd'hui, on est de moins en moins capable de décrypter des émotions sur les visages des gens.
c'est ce que l'on apprend quand on est bébé. Et donc, dans le back to basic, effectivement, j'ai envie de dire, on sait que les meilleurs vendeurs, ce sont ceux qui arrivent le mieux à décrypter les émotions sur les visages. Donc, j'ai envie de me poser la question, et demain, est-ce que la formation des meilleurs vendeurs, ça ne sera pas de réapprendre à décrypter les émotions sur le visage? Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.